Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, on va aborder un des aspects que peut avoir le savoir dans Gargantua de Rabelais, la politique. Dans le prologue de Gargantua, le texte invite le lecteur à chercher un plus haut sens, c'est-à-dire à trouver un savoir que pourrait contenir le livre Gargantua, et qui pourrait concerner, d'après ce que dit le prologue, notre religion, la situation politique et la vie économique de notre monde. Alors, on va s'intéresser dans cet épisode à la situation politique. Est-ce que Gargantua dit quelque chose de la politique ? Est-ce que dans l'histoire de Gargantua, on peut trouver un savoir, un enseignement qui concerne la politique ? Alors, il est évident que le lieu où il faut chercher, c'est la séquence de la guerre contre Picrochole, du chapitre 25 au chapitre 51. On peut se demander si Gargantua peut être apparenté à un traité politique à travers la fiction. Si, un peu comme une fable, on raconterait une histoire pour en tirer une morale, et une morale de nature politique, ou en tout cas une morale qui ferait réfléchir le lecteur au meilleur type de gouvernement, à ce qu'est un bon prince, un bon roi par exemple, puisque c'est une question qui est très débattue à la Renaissance, à l'époque de Rabelais au XVIe siècle. Et on peut remarquer que Gargantua, qui est un personnage de géant, qui est bien connu du public, avant Rabelais, puisqu'il y a beaucoup de chroniques et de livres qui ont paru et qui ont donné à Gargantua le rôle de personnage principal, ce Gargantua n'était pas un roi avant Rabelais. Et donc, c'est un élément significatif que ce Gargantua soit un roi. On peut dire que la naissance de Gargantua, dès le début, fait de lui une figure du roi civilisateur, une sorte de nouvel Hercule. Sa naissance semble être la promesse de l'apparition d'un héros civilisateur qui nettoierait le monde du tyran Picrochole, comme Hercule l'avait fait des monstres et des tyrans. Et l'épisode de la jument de Gargantua, qui ravage une forêt en tuant des mouches avec sa queue pour faire naître une terre nouvelle, la Beauce, peut être lu comme une espèce d'allégorie, une fable, une petite fable, elle aussi. L'action de la jument met fin à une vraie briganderie et débarrasse une région des insectes qui tyrannisent les autres bêtes. Et de fait, Gargantua, c'est la force brute qui est petit à petit maîtrisée par la raison, par l'intelligence. Et il y a un passage où Gargantua est une incarnation de la force brute, c'est l'épisode des cloches de Notre-Dame, où il est l'auteur d'un déluge d'urine, puisque le texte nous dit qu'il compisse les Parisiens. Alors bien sûr, il punit les théologiens rétrogrades de la Sorbonne par ce geste-là, et l'effronterie des Parisiens. Mais il le fait d'une manière qu'on peut considérer comme vraiment tyrannique, comme un peu violente et en tout cas assez peu civilisée, évidemment. Mais pourtant, une fois que Gargantua a réalisé son caprice, il corrige rapidement sa conduite, puisqu'il réunit ses conseillers pour délibérer, pour discuter de la décision à prendre, et il finit par décider de rendre les cloches. Et cela avant même qu'intervienne la harangue de Janotus de Bragmardo. Et donc on peut dire que, à l'intérieur de cette fable, on pourrait penser que apprendre à maîtriser cette force, qui peut être excessive, apparaît comme un enjeu qui est important. Et l'autre roi, dans Gargantua, qui apparaît comme un modèle de sagesse et un modèle du bon roi, c'est évidemment Grangousier, le père de Gargantua, qui apparaît presque toujours, si ce n'est pas toujours, comme le sage, qui s'oppose évidemment au roi Picrochole, qui lui est le colérique, celui qui ne sait pas maîtriser ses passions. Le père Grangousier, donc, lui, n'a jamais rien de tyrannique. Et au début de la guerre contre Picrochole, il préfère à la force une prière qui fait qu'il s'en remet à Dieu dans l'espoir d'une intervention divine pour régler le conflit sans qu'il y ait de violence. Et Gargantua, d'ailleurs, plus tard, fera d'ailleurs l'éloge de la clémence évangélique de son père, qui traite humainement son ennemi vaincu, contrairement aux autres rois et empereurs qui se font même nommer catholiques, qui l'auraient misérablement traité, durement emprisonné et rançonné extrêmement. C'est évidemment une allusion
à la vie politique du temps, avec certainement une attaque qui est très compréhensible par les contemporains contre un certain nombre de rois qui sont totalement incapables justement d'une conduite raisonnable et d'être cléments au moment de la victoire et de bien traiter les prisonniers plutôt que de les humilier ou de les traiter très violemment. Et Grangousier, de fait, c'est un homme de compassion, un homme de modération, alors que, à l'inverse, Picrocolle est constamment colérique dans le texte. Je me suis mis en devoir pour modérer sa colère tyrannique, dit Grangousier. Et la sagesse nécessaire au prince est incarnée par un personnage qui fait partie de la cour de ceux qui se promènent dans tout le texte, dans toute cette séquence de la guerre picrocolline avec Picrocolle, c'est Échéphron. Échéphron, si vous voulez l'écrire comme ça, E-C-H-E, accent aigu, P-H-R-O-N, et qui signifie en grec prudent, c'est-à-dire sage. C'est le seul bon conseiller de Picrocolle, en fait. Et Picrocolle est totalement incapable de l'écouter. Et donc, d'une manière assez évidente, le livre Gargantua oppose ici le bon prince et le tyran, d'une manière qui est très pédagogique pour le lecteur, puisque ça passe par le récit. Et on peut dire que, à travers le conflit entre d'un côté Grangousier et Gargantua, et de l'autre côté Picrocolle, Rabelais dépeint d'une manière allégorique et caricaturale les guerres qui opposent à son époque le français François Ier et l'espagnol Charles Quint. Et la fiction permet ici d'humilier l'empereur espagnol et de prendre une revanche sur la réalité qui puisse faire oublier la défaite désastreuse de Pavie où Charles Quint a battu les troupes de François Ier. Mais pourtant, l'éloge de la paix, qu'on trouve notamment dans le discours d'Ulrich Gallet, critique autant l'un que l'autre, et met en avant, au-delà de la comparaison entre un bon prince et un prince moins bon, la paix. La nécessité de faire la paix et de créer un monde dans lequel il n'y a plus la barbarie, la violence de la guerre. Et voilà une idée qui est vraiment une idée politique, qui est conforme à un certain nombre d'humanistes, d'intellectuels, pour prendre un terme un peu anachronique, de la Renaissance du XVIe siècle, et en particulier celui qui s'appelle Erasme, et qui est, on peut le dire, un modèle pour Rabelais. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur cet aspect du savoir qu'on peut trouver dans Gargantua, qui est celui de la politique. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao. You lay there on the kitchen floor.